Focus sur le Mali, le magazine dédié à l'économie malienne. Bienvenue à cette nouvelle session au cours de laquelle nous allons parler de l'état des lieux concernant les économies des pays africains avant le Covid-19, mais aussi de la situation économique malienne. Pour en parler, notre invité est Monsieur Modibo Mao Makalou. Monsieur Makalou, bonjour. Bonjour Monsieur Diakité. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Quel est l'état des lieux concernant l'économie des pays africains avant la crise du Covid-19? Merci bien pour votre question, mais les choses ont beaucoup évolué. Vous le savez, avant 2020, les économies africaines ces 30 dernières années avaient fait de gigantesques progrès, surtout au niveau des structures sociales, c'est-à-dire les systèmes sociaux de base. Mais malheureusement, la pandémie sanitaire est venue remettre tout cela en cause, tous les progrès réalisés en termes de lutte contre la pauvreté, en termes d'accès à la santé, à l'éducation, à l'enseignement, je devrais dire, et à l'eau potable ont été complètement remis en cause par la pandémie sanitaire qui a fragilisé davantage les couches les plus vulnérables en Afrique, notamment les femmes et les jeunes. Et selon la Commission économique pour l'Afrique, un Africain sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'1,90 $ par jour. Cela avant la Covid, hein? Ça, c'était avant la Covid. Mais la Covid est venue fragiliser encore davantage, comme le taux a augmenté. Le taux a augmenté et beaucoup de personnes ont été fragilisées, surtout les jeunes et les femmes aussi. Parce que vous savez, ça a complètement désaxé le commerce mondial, mais aussi l'économie mondiale. Donc, ce qui fait que les revenus ont chuté et les personnes qui se trouvaient dans la précarité, et surtout dans les villes, comme vous le savez, il y a environ 600 millions d'Africains qui vivent dans les villes et malheureusement, la plupart, 90% de ces gens travaillent dans le secteur informel, qui fournit 90% des emplois aussi. Et ce sont ces gens qui vivent au jour le jour. Donc avec les mesures édictées par les autorités sanitaires, ces personnes ne pouvaient pas se déplacer, ne pouvaient pas produire. Et comme nous sommes dans une économie circulaire, si vous ne produisez pas, vous n'avez pas de revenus. Si vous n'avez pas de revenus, vous ne pouvez pas consommer. Et si vous ne consommez pas, ceux qui produisent n'ont pas de revenus et ne peuvent pas payer leurs employés. Donc c'est le cycle économique. Et vous le savez, l'objectif ultime de tout système économique, c'est la consommation. La crise sanitaire du Covid-19 a sérieusement impacté négativement les économies africaines, provoquant même la première récession du continent en 25 ans. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? D'où viennent les problèmes et comment expliquez-vous les causes de cette chute? Vous savez, donc, avec cette pandémie sanitaire qui a atteint plus de 200 pays et territoires, et vous savez que même les Nations Unies ne comptent que 193 pays, donc ça a touché les 5 continents, et environ presque tous les pays au monde, parce que c'est pas le virus qui se... C'est une crise mondiale. Voilà, c'est pas le virus qui se déplace, ce sont les personnes qui se déplacent avec le virus. Donc, les autorités sanitaires avaient édicté des mesures conservatoires pour fermer les aéroports, les ports, etc., et quand vous empêchez les gens de se déplacer, cela réduit le taux de la pandémie. Voilà, le taux de contamination au niveau de la pandémie. Mais en même temps, quand vous faites ça, vous affectez les chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire le commerce mondial, en termes d'offres et de la demande. Parce que même d'abord, on demande aux ouvriers de ne pas venir dans les usines pour produire, ou de venir en tout cas à des échéances un peu plus longues. Des équipes restreintes. Et même quand vous produisez encore, c'est pas évident que les marchandises puissent se déplacer d'un point à l'autre. Parce que vous savez, les ports ont été fermés, les aéroports aussi, et notamment par rapport aux équipages. Et dans les aéroports, tout cela, il y a des mesures restrictives qui ont été prises afin de restreindre. Et tout cela a affecté l'offre et la demande mondiale. Donc les produits étaient là, ne pouvaient pas bouger, mais en même temps, il y avait des difficultés pour les produire aussi. Donc tout cela a beaucoup affecté l'économie mondiale et a augmenté aussi l'inflation, parce que quand l'offre est inférieure à la demande, évidemment les prix augmentent et cela a généré une inflation mondiale, mais aussi une récession mondiale
y compris au niveau des pays les plus développés. Avec la levée progressive des mesures de distanciation sociale, la fin du confinement et la réouverture des frontières dans plusieurs pays, la reprise des échanges mondiaux et la remontée des cours des matières premières, la relance est-elle possible? Oui, la relance est en cours d'ailleurs. Elle est en cours, mais il y a des mesures qui doivent être prises, mais ce sont des mesures... Mais c'est là que la coopération internationale devient importante. Il y a des mesures qui ont été prises parce qu'il faut augmenter les liquidités au niveau de l'économie mondiale. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les pays, au niveau des espaces fiscaux, n'arrivent pas à financer les dépenses publiques. Et vous voyez, plus près de nous, au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire les 8 pays qui ont partage de francs CFA, on a suspendu les critères de convergence qui édictaient par exemple que le déficit budgétaire ne devait pas dépasser 3% du PIB. Cela a été suspendu et que la dette publique ne devait pas dépasser 70% du PIB. Mais tout cela a été suspendu pour que des espaces fiscaux puissent être aménagés, pour que les pays puissent avoir accès à davantage de ressources pour financer le développement, mais aussi la protection sociale. Alors, mais, depuis quelques mois maintenant, on entend plus la crise économique mondiale qui s'ajoute à cette pandémie. Comment vous analysez cela? Oui, c'est vraiment la crise qui s'ajoute à la crise et c'est quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu. Et vous savez déjà que la Covid-19 avait été la pire crise depuis la Grande Dépression de 1929. Mais maintenant, nous avons le conflit en Ukraine qui vient s'ajouter encore à la pandémie sanitaire et les nouveaux variants qui existent. Donc cela affecte grandement, de manière néfaste, l'économie mondiale. Parce que vous savez, si vous prenez ces pays, d'abord la Russie est la 12e économie mondiale, mais les deux pays sont des grands exportateurs de denrées alimentaires. Donc les deux pays ensemble produisent 30% du blé dans le monde, 20% du maïs et 70% de l'huile de tournesol. Mais si vous prenez la Russie à elle seule, la Russie est le premier producteur et le premier exportateur de pétrole au monde. On ne le dit pas assez, la Russie exporte 8 millions de barils de pétrole par jour. Aussi, vous avez la Russie qui est le premier exportateur mondial de gaz, mais aussi le premier exportateur mondial d'engrais. Donc, tout cela, et maintenant avec le conflit en Ukraine, les débouchés sont moindres à cause des sanctions, et évidemment, donc, tous ces produits vont manquer à l'offre mondiale. Donc, ce qui fait que les prix vont augmenter et les produits ne seront pas... C'est que nous ressentons déjà depuis quelques mois. Mais nous allons le ressentir encore plus d'ici un an encore, surtout par rapport aux intrants agricoles. Plusieurs initiatives sont actuellement en cours pour accompagner les économies africaines. Pourriez-vous nous en parler un peu? Bien sûr. Vous savez, le Fonds monétaire international avait estimé que les économies africaines avaient besoin d'ici à 2025 d'environ 200 à 250 milliards de dollars US. Il faut multiplier par 600 francs CFA pour avoir la somme. C'est des montants assez astronomiques. Et donc, en réalité, les pays africains ont encore besoin d'être financés, surtout au niveau des dépenses publiques. Parce que, vous savez, avec la pandémie sanitaire et maintenant la guerre en Ukraine, vous avez les recettes fiscales qui n'arrivent pas à suffire pour compenser, pour permettre d'effectuer les dépenses publiques. Et vous savez, ce sont ces ressources fiscales qui permettent aussi d'avoir des impôts et autres. Donc, à cause de cela, les États font face à ce qu'on appelle des déficits budgétaires. C'est lorsque vos dépenses budgétaires sont au-dessus ou supérieures à vos ressources budgétaires. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez en ce moment un déficit budgétaire. Et ce déficit budgétaire, vous devez le financer en empruntant. Donc, vous empruntez ou auprès de la Banque centrale, ou auprès des investisseurs, ou auprès des marchés internationaux, mais c'est cela qui augmente la dette publique. Donc, quand la dette publique augmente, évidemment, il faut savoir qu'est-ce qu'on finance. Si vous financez uniquement le fonctionnement, cela va vous poser des problèmes. Donc, il faut davantage financer non seulement les programmes sociaux, la protection sociale, parce que c'est une crise sociale et économique,
Mais aussi, il faut financer les investissements productifs, comme l'électricité, les routes, tout ce qui permet d'agrandir la production nationale et permettre aux citoyens d'avoir des revenus et de consommer davantage pour améliorer leur bien-être. D'accord. Donc, il y avait des initiatives au niveau du Fonds monétaire international, l'allocation des droits de tirage spéciaux. Les droits de tirage spéciaux, c'est l'unité de compte du Fonds monétaire international. C'est composé des 5 principales monnaies mondiales, le dollar, l'euro, le yen japonais, la livre sterling britannique, et je dis le yen japonais, et la 5e monnaie, je ne me souviens pas. Donc, et le yuan chinois. Donc et ça équivaut à... Non, le franc CFA n'est pas une devise. Donc, un DTS équivaut à 1,42 $ US, à peu près. Donc, le Fonds monétaire a décidé d'allouer davantage de DTS. Cela va permettre au pays de mobiliser davantage de ressources, surtout les liquidités au niveau des devises, pour financer certaines dépenses publiques. Mais aussi au niveau même de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vous avez au niveau de la politique monétaire des politiques de relance, surtout les bons de relance de la Covid et les bons de résilience aussi, qui sont mis à la disposition des États pour pouvoir faire face à ces dépenses publiques imprévues. Mais ne craignez-vous pas qu'une inégalité dans la reprise économique entre les différentes régions du continent et le reste du monde? Mais oui, vous savez, l'Afrique est diverse déjà, tant au niveau de la population que de la taille des pays, la superficie des pays. Hein. Mais vous savez que l'Afrique, c'est un vaste continent qui fait 30 500 000 km², 44 000 km de frontières. Mais l'Afrique est très diverse et vous avez des pays quand même qui ont des revenus élevés et des pays intermédiaires et beaucoup de pays à revenus faibles. Et pour cela, tout va dépendre des politiques qui vont être adoptées par les autorités de ces pays. Comme on le dit, l'adage le dit, gouverner c'est prévoir. Donc les pays qui vont non seulement prévoir, mais aussi réagir pour relancer leur économie, vont mieux se porter que ceux qui vont être plus attentistes et qui vont être statiques. Donc c'est cela la crise. Il va falloir quand même il va falloir beaucoup utiliser la politique fiscale parce que c'est cela qui est la plus appropriée pour les politiques conjoncturelles pour faire en sorte qu'on puisse remettre l'économie à flot. Donc il va falloir non seulement quand même au niveau des dépenses publiques voir que des allocations des ressources soient efficaces, efficientes, mais en même temps il faut là quand même éviter les déperditions des ressources, notamment la lutte contre la corruption et puis le gaspillage, tout cela. Mais il faudra aussi utiliser la politique monétaire pour augmenter les liquidités dans l'économie et aussi faire en sorte que le secteur privé joue un rôle important. Parce que cela va demander des ressources supplémentaires, des garanties pour que ce secteur privé puisse quand même aussi contribuer à la relance de l'économie en contribuant davantage dans les taxes et aussi en créant des emplois ou en tout cas en maintenant au moins des emplois. Parce que comme je vous l'ai dit, l'objectif ultime c'est quand même la consommation et chaque fois qu'il y a des personnes qui sont licenciées, évidemment vous savez que dans une famille quand une personne est licenciée, il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes de cette personne et que cela risque de créer une autre crise sociale évidemment. La Covid-19, on en parle peu. Hein? Est-ce que c'est, peut-on nous dire que nous tendons vers la fin ou peut-être que c'est les différentes crises qui ont fait oublier? Oui, on ne l'oublie pas, mais je veux dire que la crise en Ukraine, évidemment, vous savez que ce sont les grands du monde qui sont affectés par la crise de l'Ukraine. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il y a une guerre en Europe. Et donc, je pense que les principaux pays industrialisés sont plus préoccupés par ce qui se passe par cette guerre que la Covid. Mais évidemment, cette guerre en Ukraine va causer beaucoup de problèmes au niveau de l'économie mondiale qui va inlassablement aller vers une récession l'année prochaine ou dans l'année d'après. Et cela, je pense que cela va affecter tout le monde. Pour une fois, un choc exogène va frapper non seulement les pays riches, mais aussi ceux qui ont moins de moyens.
C'est la vision d'un économiste. Nous sommes tous, c'est ma vision personnelle, nous sommes tous logés à la même enseigne cette fois-ci et il va falloir prendre des mesures adéquates et des mesures idoines et il va falloir surtout être très réaliste dans ce que nous allons faire pour relancer nos économies parce que nous en aurons besoin. De la manière la plus intelligente. Okay. Pourriez-vous nous expliquer la raison de votre optimisme pour l'accès, l'après-Covid-19, j'allais dire, en Afrique? Oui, mais l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent d'espoir, vous savez. C'est l'Afrique, vous savez, en Afrique, vous avez 60% de la population qui a moins de 24 ans. Nous avons le continent le plus jeune au monde. Nous avons 60% des terres arabes. Nous avons un potentiel incroyable, mais comme le disait le prix Nobel de la paix Norman Borlaug, le potentiel ne se mange pas, il se réalise. Donc il va falloir que les Africains aillent vers plus d'intégration économique. Parce que vous savez, avec la zone de libre-échange continentale, depuis janvier 2020, nous avons le plus vaste espace de zone de libre-échange au monde. Et ça, qui regroupe 54 pays, comme je vous l'ai dit, sur 30 millions et demi de kilomètres carrés, avec plus d'1,3 milliard de personnes. Et c'est cela la voie pour l'Afrique. Et c'est cela la voie que les pères de l'indépendance, les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah, les Haïlé Sélassié avaient vu de Sékou Touré, c'est-à-dire de voir que l'Afrique doit s'unir pour avancer, pour parler d'une même voix, pour produire davantage. Parce que vous savez, nous sommes encore dans l'économie de traite, c'est-à-dire l'économie coloniale. L'Afrique compte pour moins de 2,6% du commerce mondial, alors que nous constituons 17% de la population mondiale. Il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'énergie, à l'électricité, alors que la République démocratique du Congo, à elle seule, peut éclairer toute l'Afrique. L'espoir que j'ai, c'est, vous voyez, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne va fournir 6450 mégawatts d'électricité à ce pays qui frôle les 50% de taux d'accès à l'électricité et pour un coût d'environ 4 milliards de dollars US. Et ses voisins vont en profiter parce que le Soudan va pouvoir signer un contrat de 1000 mégawatts avec l'Éthiopie. Et tout cela, ça donne de l'espoir parce que vous savez, les Africains doivent décider de prendre leur destin en main. Et cela ne peut se faire que dans l'union. Mais il faut déjà assurer la souveraineté alimentaire parce que l'Afrique est encore... L'Afrique, oui, parce que les Européens ont commencé par cela. Nous devrions commencer par cela parce que nous avons 60% des terres arabes. Ça fait environ 800 millions d'hectares inutilisés. Et nous importons un tiers de ce que nous consommons. Et cela équivaut à beaucoup d'argent que nous envoyons ailleurs alors qu'il pourrait permettre de développer l'agriculture. Et aussi, nous avons environ il y a 25% du PIB en Afrique qui dépend de l'agriculture. Et 60% de la population vit dans les zones rurales. Donc vous voyez que nous devrions tout faire pour développer l'agriculture. Et déjà en 2003, les pays africains à Maputo, au Mozambique, s'étaient mis d'accord pour consacrer au moins 10% de leurs ressources, de leurs budgets nationaux à l'agriculture. Malheureusement, nous sommes à moins de 20 pays sur les 54 qui le font. Donc il va falloir vraiment qu'à travers l'institution régionale qu'est la Commission de l'Union africaine et aussi les communautés économiques régionales, parce qu'il y en a 5 au niveau géographique, puissent quand même aller davantage vers le financement des infrastructures, le financement aussi de l'électricité, parce que ça coûte très cher. 90% des investissements dans l'électricité aujourd'hui sont faits par des entités publiques. Il va falloir quand même que le secteur public et privé africain y contribue davantage. Est-ce que vous savez que les 1,3 milliard et plus africains produisent moins d'électricité que les 82 millions d'Allemands? Cela est inadmissible. En Afrique, vous avez environ 6 pays qui ont un taux d'accès à l'électricité supérieur à 90%, mais vous avez encore 6 pays qui ont un taux d'électricité inférieur à 25%. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de disparités et que nous devons réduire ces disparités et nous devons travailler sur les problèmes de sécurité, de paix, qui sont des préalables à tout développement économique, car sans sécurité, il n'y a pas de paix
Et sans paix, il n'y a pas de sécurité. Sur la sécurité des populations. Absolument. Nous sommes au Mali, nous allons exactement parler de l'actualité malienne. Hein. Depuis quelques mois, le Mali fait objet des sanctions de la CEDEAO. Les démarches ont été entreprises entre les deux parties. Jusque-là, aucun compromis. Et l'économie malienne est en souffrance. Quel regard portez-vous sur cette situation et quelles solutions préconisez-vous, M. Makalou? C'est une situation qui m'attriste beaucoup parce que j'ai beaucoup parlé de cette situation avant même que les sanctions ne soient prises parce que je les voyais venir. Il faut dire que nous appartenons à deux organisations sous-régionales très importantes et très efficaces. Ce sont des très bonnes organisations, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les 8 pays qui ont en partage le franc CFA, et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 15 pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une communauté économique régionale. C'est une des 5 entités géographiques de l'Union africaine. Donc, ce sont ces deux institutions sous-régionales qui nous ont sanctionnés le 9 janvier 2022 suite à la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'instance suprême de décision de ces deux organisations, à la suite d'un non-accord pour établir un chronogramme détaillé pour amener aux élections, car comme vous le savez, notre pays est dans une phase de transitoire et que ce sont des autorités de transition qui gèrent le pays depuis le 18 août 2020. Donc cela a un impact parce que, vous savez, les sanctions sont quand même assez lourdes et elles sont assez variées parce qu'elles sont d'ordre politique, elles sont d'ordre diplomatique, elles sont d'ordre économique, financier et commercial. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est le gel des avoirs de l'État malien au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et aussi le gel des avoirs des entreprises publiques et parapubliques dans les banques centrales, dans les banques commerciales. Et cela empêche le fonctionnement régulier de l'État malien. En ce moment, vous n'affectez plus seulement les autorités, mais vous affectez les populations. En plus de cela, vous avez la fermeture des frontières. Et vous savez, le Mali est un pays enclavé. Il y a environ près de 8000 km de frontières. Nous sommes un vaste pays enclavé. Et donc, nous avons 7 voisins, comme vous le dites. Et nous dépendons des ports de ces voisins pour quand même notre activité économique, qui est basée à 60% sur le commerce international, c'est-à-dire ce que nous vendons à l'extérieur et ce que nous achetons à l'extérieur. Mais en même temps, vous savez, le service des impôts et des douanes fournissent 90% des recettes fiscales. Et si vous avez les frontières fermées, donc évidemment, les services de douane ne vont pas être aussi performants. Et de même, vous réduisez l'activité économique. Parce qu'un pays qui dépend du commerce, quand ses frontières sont fermées, évidemment, vous n'allez pas pouvoir taxer et obtenir des recettes fiscales comme des impôts. Et quand ces recettes fiscales sont réduites, les dépenses publiques seront réduites, forcément parce que les recettes fiscales ne vont pas suivre. Et en même temps, vous savez, depuis 1960, le Mali, comme la plupart des pays africains, font face à des déficits budgétaires. C'est-à-dire que nos ressources budgétaires sont inférieures à nos dépenses budgétaires. Et ce déficit budgétaire est financé sur le marché financier et régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et le Mali est exclu de ce marché. Nous n'arrivons on nous empêche non seulement de rembourser notre dette, mais on nous empêche aussi de nous endetter pour financer notre trésorerie comme les autres États le font. Et cela est vraiment dommageable pour l'économie à terme. Et vous savez que aussi notre note a été déclassée au niveau du marché financier et nous sommes à un niveau classé hautement spéculatif, ce qui fait qu'il est conseillé aux investisseurs de ne pas prêter au Mali. Et cela est très dommageable parce que quand vous perdez votre réputation, cela prend du temps à la reconstruire. Monsieur Makalou, quelle solution préconisez-vous? Vous avez même proposé des solutions, peut-être que vous n'avez pas été écouté et nous sommes dedans maintenant. Bon, personne ne m'a rien demandé, mais j'ai donné mon opinion quand même. Mais vous savez,
Le Mali est un pays qui, quand même, a beaucoup bénéficié de la compréhension de la communauté internationale depuis 1960. Est-ce que vous savez qu'à l'indépendance, déjà, le premier plan quinquennal, le premier plan de développement du Mali, programme de développement économique et social, sur la période 1961-1965, 40% du financement provenait de l'extérieur. Actuellement, en tout cas jusqu'en 2012, avant notre crise multidimensionnelle, c'est-à-dire avant les coups d'État de 2012, le Mali bénéficiait de l'assistance généreuse des partenaires techniques et financiers. 25% du budget au moins provenait de l'extérieur et 60% des investissements publics étaient financés par l'assistance extérieure. Donc le Mali est assez dépendant de l'aide au développement. Bien vrai que nous avons une diaspora importante qui nous fournit une manne importante, environ 600 milliards de francs CFA chaque année par les circuits, qui contribue vraiment par les circuits officiels. Et évidemment, je pense qu'il y a autant par les circuits non officiels, mais nous avons besoin d'investissement aussi. Nous avons besoin de la communauté internationale, nous avons besoin de nos voisins comme nos voisins ont besoin de nous. Parce que si vous regardez au Mali, nos principales ressources, ce sont les exportations. Et la première ressource d'exportation, c'est l'or. Et la deuxième ressource d'exportation, l'or occupait 82% des recettes d'exportation en 2020. Et le coton occupait 6% des recettes d'exportation en 2020. Et les animaux vivants occupaient 3% des recettes d'exportation en 2020. Et nos deux principaux clients pour le bétail, les animaux vivants, sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc à cause de ces sanctions, nos éleveurs ne peuvent plus librement amener leur bétail dans ces pays. Donc ça va renchérir le coût de la viande dans ces pays. Mais en même temps, les éleveurs maliens sont des citoyens maliens, ce sont des chefs de famille. Et tenez-vous bien, une année qui n'a pas été bonne, c'était 2020. Ils ont quand même vendu pour 79 milliards de bétail dans la sous-région. Et ils sont privés de cela maintenant. Donc c'est une manne importante pour notre économie. Il va falloir que nous sortions de ce régime de sanctions le plus tôt possible pour relancer notre économie et puis nous insérer de nouveau dans la communauté internationale. Votre dernier mot, M. Makalou? Mon dernier mot, je pense que c'est un mot de paix, de sécurité, de rassemblement, d'union, pour quand même aller vers un avenir radieux, pour bâtir un pont vers un avenir radieux. Il va falloir que les Maliens se donnent la main, que les Maliens pensent leurs blessures, que les Maliens discutent entre eux, mais surtout que les Maliens fassent de l'introspection. Ces 60 dernières années, notre pays a été géré par rupture. Éclatement de la Fédération du Mali, création de la République du Mali le 22 septembre 1960. L'éclatement, évidemment, a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 août 1960. La République du Mali a été formellement créée le 22 septembre 1960. Coup d'État le 19 novembre 1968. Coup d'État le 26 mars 1991. Coup d'État le 22 mars 2012, coup d'État le 18 août 2020, ça fait beaucoup de coups d'État en 60 ans. Donc il va falloir que nous fassions de l'introspection, que nous sachions, que nous examinions, que nous fassions un diagnostic sans complaisance des maux de notre pays et qu'ensemble nous nous mettions ensemble en discutant pour trouver les remèdes. On résout les problèmes dans leurs causes, pas dans leurs effets. Pour savoir qu'est-ce que nous avons fait de bien, qu'est-ce que nous sommes en train de faire de moins bien pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. Je rappelle le sujet de cet entretien, l'état des lieux concernant les économies des pays africains avant la crise Covid-19 et la situation économique malienne. Notre invité était M. Modibo Mao Makalou. Merci, M. Makalou. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un autre secteur, sur notre plateau et avec d'autres invités.